Bonjour à toutes, bonjour à tous. On continue notre exploration des exploits de Katia et la comparaison avec le cryoparamétrique. Donc on retourne sur la chaîne de Workbench Stuff qui, cette fois, nous montre sa méthode pour créer cette pièce tordue. Et nous allons essayer de voir si dans cryoparamétrique, nous n'avons pas la possibilité de faire la même chose. Et pourquoi pas en mieux, en plus simple, en plus rapide. Bref, le suspense est à son comble. Allez, on va démarrer la vidéo. On va couper le son. C'est pas nécessaire. Et on va mettre en x2. Voilà. Alors, on regarde d'abord le plan de définition. Le voilà. On a une pièce, une pièce métallique, 4 mm d'épaisseur, 45 mm d'anthrax ici, des zones plates de 10 mm, des rayons, des diamètres, ok, rien de bien compliqué, et puis simplement la géométrie est simplement tordue de 90 degrés sur la longueur de 45 mm. Alors, on va avoir le droit de nouveau à donc une séance d'esquisse avec des séquences d'esquisse relativement longues et surtout, comme souvent, la, la volonté chez les utilisateurs, que ce soit Katia SolidWorks, mais on en trouve même sur Creo Paramétrique, la volonté de vouloir absolument euh, esquisser tout de suite les découpes. Ici, le perçage de l'extrémité, il est dessiné, mais finalement, à quoi va-t-il servir pour l'instant, si ce n'est à gêner? Toujours toujours les mêmes remarques sur Katia, quelles que soient les vidéos que je regarde, lorsqu'il s'agit de faire un ajout de matière symétrique par rapport au plan d'esquisse, ils sont incapables de donner la valeur complète de la matière. Donc ici, normalement, on doit extruder de 4 mm. Eh bien, il va mettre la moitié, 2 mm, parce qu'il a sélectionné l'option miroir. C'est anti-mécanique au possible. Si on doit mettre une tolérance sur cette épaisseur, à un moment donné, il faut la mettre sur la cote fonctionnelle, c'est-à-dire la cote complète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant qu'ils modélisent en 3D, ils se fichent de l'aspect tolérancement. Ils recommenceront toute la cotation à mise en plan. Perte de temps. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Il dessine donc sa première forme. Il va redessiner à l'identique son opposé. Et vous voyez, donc il récupère quand même la cote d'axe pour sa cote d'anthrax, heureusement. Mais c'est tout, parce que le reste, les dimensions, les diamètres des rayons, il va être obligé de les remettre toutes. Enfin, il ne récupère pas sur l'esquisse qu'il a déjà réalisé. Ça veut dire aussi que si il modifie à une extrémité, il devra penser à modifier à l'autre extrémité. Voilà, donc là, il a fini les parties entre guillemets faciles, et il va maintenant passer du temps à créer, pour faire sa réalisation, des, euh, des courbes 3D. En fait, il va relier les extrémités de chaque oreille, comme ça. Voilà, hop, il va relier les extrémités par un segment, une courbe passant par 2 points dans un premier temps. Tac, et ensuite cette courbe passant par 2 points, il va ajuster les tangences aux extrémités. Voilà, donc c'est souvent le cas, donc là c'est pas une critique, les tangences partent pas forcément dans le bon sens, donc voilà, il a la possibilité de les retourner, c'est bien, et il va faire la même chose de l'autre côté. Hop, c'est pareil, est-ce qu'il aurait pu copier la courbe déjà réalisée? Peut-être, bénéfice du doute. Et maintenant il va faire des surfaces. Alors c'est une fonction voilà, dans Katia, où il récupère les surfaces des deux oreilles, plus les guides sur les côtés. Et à partir de ce moment-là, je crois que le message d'erreur qui apparaissait lui signifiait que, vu la géométrie, il pourrait pas faire une prévisualisation. Ok, voilà. Donc là, il a un premier résultat.
c'est normal. Il faut qu'il redéfinisse la position des points de départ pour que pour éviter le vrillage qu'il a sur sa géométrie. Voilà. Hop. Il est bien, il a fait ça, mais alors dans Katia, ce qu'il vient de faire là, c'est une surface. Il va falloir qu'il trafique encore un petit peu. Ou alors bon, il cache les éléments de construction et il va devoir utiliser des fonctions de voilà, il va refermer sa surface. Il y a toujours des messages un peu surprenants qui apparaissent, des avertissements. Voilà. Et donc, il va conserver l'autre partie de... Hop, et il a fini. Il a fini, il a fini. Bon. Vous avez vu comment il a fait. C'est là aussi, c'est une manipulation qui dure à peu près 6-7 minutes. Mais beaucoup de manipulation de segments, enfin de droite dans l'espace, de surface. Et bien nous, on va voir sur Créo comment on fait pour obtenir le même résultat, mais avec une robustesse qui, je pense, sera supérieure et surtout la possibilité de modifier facilement à la fois la longueur, ensuite l'angle, de faire en sorte que la pièce puisse évoluer facilement. Alors, allez, hop, on y va. Alors, j'ai changé la couleur. Si vous avez déjà vu d'autres vidéos de ma part, j'ai changé la couleur du fond comme ça pour histoire de voilà, histoire de faire joli. Je vais commencer. Tiens, on va en profiter aussi pour parler d'un paradigme objet-action, action-objet. Il y a eu un long débat il y a une trentaine d'années entre les softs de CAO pour savoir s'il était préférable de choisir d'abord son action, puis l'objet sur lequel on voulait faire l'action, ou si on devait d'abord choisir l'objet et ensuite choisir son action. Créo a tranché, chez PTC ils ont tranché, vous pouvez faire les opérations à peu près dans l'ordre que vous voulez. Donc là, je suis en action objet, en objet action. J'ai choisi le plan de référence sur lequel je veux esquisser et je prends mon action maintenant, c'est-à-dire l'esquisse. Allez, on commence par faire un truc tout bête, c'est-à-dire un segment de droite. Ce segment de droite, il va faire 45 mm de long, comme ceci. Je le valide. Voilà. Et il est à noter que il est encore sélectionné. Du coup, là, je suis toujours dans objet action, c'est-à-dire qu'avec un bouton droite, je peux choisir l'action suivante qui va être réalisée en prenant comme base le segment que je viens de dessiner, c'est-à-dire j'ai ici la trajectoire d'un balayage et au bouton droite, j'ai la possibilité justement de choisir ce fameux balayage. C'est pratique. J'arrive dans la fonction balayage. Quelques options. On va faire un balayage à section variable et on va faire un balayage avec une épaisseur mince. Comme ceci, ça me permet en fait ici de tracer uniquement un segment. Voilà. Je trace mon segment. On va rajouter une contrainte de euh, point milieu, voilà, comme ceci. Et puis au niveau de la cotation, j'ai surtout besoin de de la longueur de mon segment. On va mettre 20 mm. Qui est donc, vous avez vu que sur la pièce, on avait un rayon de 10, donc le diamètre est à 20 mm. Et je ne touche pas à l'angle pour le moment, on va s'en occuper juste après. Voilà, il s'agit d'une fonction mince. Qui dit fonction mince, donc j'ai une toile qui fait ici pour l'instant 45 mm, 0,45. Je veux du 4 mm, comme ceci, et puis j'ai la possibilité de placer cette épaisseur de part et d'autre de mon esquisse. C'est ce que je voulais. Je suis content, je valide donc ma fonction. Voilà, première fonction réalisée ici. Ce que je vais faire aussi, je vais en profiter pour ici la cote de 45 qui était ma spin, donc la trajectoire. Je vais lui donner un petit nom, je vais l'appeler longueur. Allez, soyez fous. Je lui donne un nom. Elle va s'appeler longueur. Maintenant, l'idée, c'est de piloter la cote d'angle. Hein, sur ma trajectoire, j'ai ici une cote d'angle, ce serait de faire en sorte que cette cote d'angle puisse varier le long de ma trajectoire de 45 mm, qu'elle parte de 0 degré pour arriver ensuite à 90. Et ça de façon continue, propre, etc. Et ben pour faire ce genre de manip, alors je vais revenir juste avant le balayage. Pour faire ce genre de manip, on va utiliser une fonction qui est très pratique dans Créo, qui s'appelle un graphe. Et ça, alors on va l'appeler angle, tiens, pourquoi pas, parce qu'il va piloter l'angle. Et ça, je ne crois pas que ce genre
de fonctions existent dans les softs concurrents type Katia, SolidWorks, etc., etc. Euh, je pense que c'est vraiment propre à l'univers Creo. Alors, mon graphe, qu'est-ce que ça va être? Ça va être déjà deux segments droits. Alors, on va s'arranger pour que, hop, voilà, ils font la même longueur. Ah, normalement, voilà, j'ai la contrainte d'égalité ici. Ces deux segments, je vais les relier par une spline. Donc, une spline, c'est une courbe. Alors, je vais faire une spline par deux points, comme ceci. Alors pour l'instant c'est une droite, mais si je fais un double clic sur ma spline, je vais pouvoir utiliser ces points de contrôle, et vous avez ici son polygone de contrôle, voilà, qui me permet vraiment de piloter ma spline. Alors si je déplace un petit peu ce segment-là, hein, on va déplacer, voilà, on va le déplacer un petit peu, on va déplacer celui-là aussi. Ok. Eh bien, ce que je vais pouvoir faire aussi, c'est que sur mon polygone de contrôle, je vais pouvoir le contrôler avec des contraintes. Par exemple, ici, ces deux segments, je les rends horizontaux et aussi je vais je vais leur donner une longueur égale. Alors, comme la contrainte horizontale était déjà affectée à celui du bas, on va la rajouter uniquement sur celui du haut. Et celui du milieu, ben, je vais lui rajouter une contrainte de verticalité. Voilà. J'ai ici un premier segment. Ce premier segment va représenter la première zone plate de 10 mm sur ma pièce. Donc, je vais affecter la cote de 10 mm. La longueur totale de ma courbe, elle fera la longueur de mon segment. Donc, je vais ici passer la cote. Et alors, comme j'ai appelé la cote de ma trajectoire, comme je l'avais appelé longueur, si je tape ici le nom longueur, il va me proposer automatiquement de rajouter une relation pour faire en sorte que la cote ici de ma courbe soit la même, soit pilotée par la cote de longueur, comme ceci. Et maintenant, cette cote verticale va constituer mon angle. Alors pour rester dans des proportions acceptables, je veux obtenir 90 degrés, ben, je vais pas mettre 90 degrés, je vais mettre 9 degrés. Et même pour changer, pour ne pas me mettre directement dans une valeur particulière, je vais mettre 6 pour mettre en fait l'équivalent de 60 degrés. Voilà. Donc j'ai une courbe ici, un graphe qui fait 45 mm de long, enfin 45 unités, hein, qui a une partie, une proportion là ici sur 10 unités qui reste à l'horizontale et à une cote de 0. Puis ensuite, grâce à la courbe, la spline là, la valeur va évoluer graduellement jusqu'à monter à 6 et sur la longueur qui reste ici, qui est la même que celle-ci, donc sur 10 mm également, sur 10 unités. Et je valide mon graphe. J'ai maintenant dans mon arbre du modèle une fonction qui s'appelle angle. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va piloter la fameuse cote d'angle de mon balayage à section variable grâce à ce graphe. Pour ça, on va chercher les relations. Et dans les relations de Creo, on va aller chercher on va aller chercher la section du balayage. Voilà. Et cette section de balayage, je vais ici récupérer la cote d'angle. Elle s'appelle SD3. Et on va rentrer une relation un peu particulière. On utilise ce que j'appelle un mot magique, qui est un nom qui s'appelle evalgraph. Entre guillemets, on va lui donner le nom de notre graphe. Le graphe s'appelle angle. Et là, on va utiliser un autre paramètre qui s'appelle trajepart. Et ce paramètre trajepart représente le parcours que va réaliser la cote ici le long de la trajectoire. Ça veut dire parcours la trajectoire. Et ce trajepart vaut 0 ici et vaut 1 à l'extrémité. Quelle que soit la longueur de la courbe, il démarre à 0 et il s'arrête à 1. Donc, pour qu'il parcourt les 45 mm de la longueur complète, il faut que je le multiplie par cette fameuse longueur. Et ça tombe bien, ma cote, je l'ai appelée longueur. Donc je multiplie trajepart par la longueur, je ferme la parenthèse. Ceci va me ramener au long du graphe la valeur des ordonnées, c'est-à-dire que vous avez vu que je pars de 0 et à la fin, je suis arrivé à 6. Mais moi, je veux pas un angle de 6 degrés, je veux un angle de 60 degrés. Donc je multiplie le résultat par 10. Voilà, j'ai terminé ma relation, j'ai pris le temps de vous l'expliquer. En temps réel, ça va beaucoup plus vite. Je valide et j'enregistre mes relations. On va régénérer le modèle, CTRL-G au clavier, et vous avez maintenant la pièce qui est comme ça, tordue sur 60 degrés.
Je n'ai pas créé de courbes compliquées avec des tangences, etc. J'obtiens effectivement, et je suis sur de la géométrie solide, d'accord, je n'ai pas de surface. J'ai un nombre de fonctions extrêmement réduit ici. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est que on va s'occuper de créer les languettes ou les oreilles au bout de la pièce. Et pour faire cela, je vais justement en plus me baser sur la partie inclinée ici. Donc pareil, objet action, je sélectionne la face sur laquelle. Non, là on va prendre non, on va prendre de l'action objet. C'est-à-dire que je vais dire que je souhaite faire une extrusion. Cette extrusion, j'ai besoin de définir son action, donc son esquisse. Je vais sélectionner mon plan d'esquisse. Et là, il va me proposer le plan droite pour le plan d'orientation. Ça ne m'intéresse pas, je l'enlève et je vais l'obliger à aller prendre ce plan-là. Comme plan d'orientation, il va me l'orienter vers le haut. Ça me va bien. Le présent, donc si je me mets en vue d'esquisse, hop, voilà, ça me donne ça. Donc là, ça me permet maintenant d'aller prendre un arc passant par son centre et les points. Là, hop, il s'arrête sur la trajectoire. Euh, je préférerais qu'il aille chercher plutôt voilà, le centre du segment, ce qu'il vient de faire. Hop, et voilà. Donc j'ai mon esquisse, pas besoin de mettre de code parce que je me suis entièrement accordé à la géométrie. Je valide mon esquisse, comme ceci. Et alors ce qu'il faut voir ici, c'est lorsque je vais donc basculer dans l'autre sens, il me rajoute de la matière. Et si j'appuie sur la touche Shift et que je me rapproche de la face qui se trouve là, automatiquement, quand je lâche la touche Shift et la souris, eh bien, il sait qu'il doit venir jusqu'à la surface. Donc, j'ai même pas besoin d'aller chercher les menus. J'ai terminé ma fonction sans cliquer dans un menu. En revanche, j'ai oublié un truc. Donc, je vais revenir un petit peu dans la définition de ma fonction. Je vais revenir dans son esquisse, ici, et puis je vais rajouter un point là. Voilà, ici. Et ce point-là va me générer automatiquement, c'est ce que je voulais, voilà, il me génère un axe. Et cet axe va être bien pratique. Là, on va repasser dans un paradigme objet-action. Je vais aller chercher mon axe. Je vais aller avec la touche contrôle chercher la face. Et maintenant, si je prends la fonction perçage, il sait automatiquement qu'il doit faire un perçage concentrique appuyé sur la face que j'avais sélectionnée. Je n'ai qu'à modifier le diamètre de l'axe, le diamètre du perçage. Et ici, sur la cote, je lui indique simplement d'aller jusqu'à suivant. Vous voyez que je quitte quasiment pas la zone dans laquelle je travaille avec la souris, mais les menus en haut, c'est pour aller chercher des options un peu particulières. Je valide avec le bouton le milieu de la souris. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je sélectionne mon extrusion avec la touche contrôle, le perçage. Je vais aller chercher la copie et je vais faire une copie avancée. Excusez-moi. Cette face-là, pour faire l'autre perçage, c'est cette face-là que j'ai utilisée. La face ici, c'est la face en bout qui se trouve là. Ensuite, ça c'est le corps, je garde le même. Vous avez ensuite la face du dessous, et puis l'arête. Donc, il nous fait lister les références dont il a besoin pour réexécuter les fonctions, et voilà, c'est fini. J'ai maintenant la pièce qui a été réalisée avec uniquement des fonctions solides. L'astuce, bien évidemment, c'est le balayage à section variable piloté par un graphe, et donc la relation qui va bien. Maintenant qu'on a fait ça, si par exemple je viens modifier mon graphe ici, si cette cote de 6, je la passe à 9 par exemple, eh bien, ça va me permettre, voilà, cette fois d'obtenir la pièce qu'il nous a réalisée sur Katia. Mais là où ça va plus loin, c'est que si maintenant j'ai toutes les valeurs d'angle, je peux même monter à 18. Voilà. Alors bien évidemment, quand on tord comme ça la pièce, le métal a tendance à fluer un petit peu. Mais il est certain que si avec Katia ils veulent faire la même chose, déjà ils ont du boulot parce que la géométrie telle qu'ils l'ont dessinée n'est absolument pas prévue pour être modifiée. C'est du one shot chez eux. Fusil à un coup. Alors que avec Créo, je peux même, par exemple, maintenant ici, comme j'ai mis
comme la cote de 45 ici est utilisée dans toutes mes relations, si je décide d'augmenter cette cote, eh ben, la pièce va suivre et mon graphe aussi, du coup, et l'angle, du coup, varie. Au lieu de varier sur une distance de 45 mm, ben là, il varie sur une distance de 100 mm. C'est ça le paramétrage. Et c'est pour ça qu'il faut avoir toujours en tête l'usage que l'on aura des pièces que l'on dessine. Ici, maintenant que cette pièce-là est entièrement paramétrée, si je change sa largeur, les oreilles vont changer, etc. Euh, le fait que ça soit entièrement paramétré, ben, ça va me permettre, par exemple, de la décliner ben, dans différentes tailles et l'utiliser dans des configurations différentes. Voilà. Alors, là, je vous ai fait la pièce tranquillement en expliquant doucement toutes les manips que j'ai réalisées. J'ai essayé de la faire en continu, là où sur Katia il met 7 minutes, moi cette pièce-là, en étant rigoureux, mais sans plus, enfin voilà, en faisant attention, mais en essayant d'aller relativement vite, et ben on la tombe en 4-5 minutes, quoi. Et surtout, elle est beaucoup plus robuste et beaucoup plus simple finalement à réaliser que ce que le gars fait sur Katia. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit like, à la partager, et je vous en trouverai d'autres, hein, des petites comparaisons comme ça. Je vous dis à très bientôt.